Voilà, bienvenue dans ce 26e épisode de notre live Veto Reverdi, dans lequel on va parler donc, des compléments alimentaires dans la ration du cheval. Tout au long de sa vie, en fait, le cheval va avoir des besoins spécifiques selon son âge, son activité, son mode de vie, ses éventuelles pathologies, selon les saisons, etc. Et du coup, pour répondre à ces besoins spécifiques, on peut ajouter des compléments alimentaires, en plus d'une ration quotidienne déjà établie, en général composée au minimum de fourrage et puis éventuellement d'une ration d'aliments concentrés. Et donc on peut apporter en plus des compléments. Mais la complémentation doit quand même être raisonnée parce qu'il faut en apporter suffisamment, il ne faut pas en apporter trop non plus. Donc il y a quelques éléments importants à savoir et à prendre en compte pour complémenter son cheval correctement selon ses besoins. Mais ça, c'est notre vétérinaire Cyril qui va vous en parler ce soir, plus en détail et mieux que moi. Petit rappel, comme d'habitude, donc on est présent sur les deux réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous poser vraiment plein de questions. On répondra aussi à toutes les questions que vous nous avez posées avant le live, par mail et via les réseaux. Et donc voilà, donc on va accueillir Cyril tout de suite. Hop. Et puis bienvenue à toutes et à tous. Alors, sur Facebook, je pense que c'est bon. Instagram aussi. Salut Cyril. Ouais. Salut Florie, ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ouais, mais là, ça me paraît OK sur les deux plans, il n'y a pas de souci. Ok, super. Bienvenue. Merci bien. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous redonner un petit peu la définition d'un complément alimentaire? Qu'est-ce que c'est en fait et qu'est-ce qui définit un complément? Et quel est l'intérêt? Alors, je me sers de la première question qu'on a reçue de Philippe qui demande si les compléments sont de la poudre de perlimpinpin ou pas. Alors, ça peut. Effectivement. Non, mais effectivement, c'est un petit peu la même démarche qu'avec les aliments. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien regarder ce qu'il y a dans un complément, hein, bien sûr, pour pouvoir après juger de sa qualité et de son intérêt. Après, si on doit, on va dire, faire une petite introduction, d'abord, comme tu l'as dit, un cheval, c'est d'abord du fourrage, une alimentation complémentaire. Et ensuite, alors en fonction de besoins particuliers ou d'une situation particulière, on peut être amené à distribuer des compléments alimentaires. Alors juste, de mon point de vue, il y a deux catégories de suppléments. Il y a vraiment les suppléments qui permettent de couvrir les besoins journaliers que peuvent avoir les chevaux. Je pense aux oligo-éléments, aux vitamines, aux matières grasses. Ouais, et puis donc ensuite, là, tu parles plus des compléments minéraux et vitaminiques. Compléments minéraux-vitaminiques, des produits comme de l'oméga oil qu'on peut classer comme un supplément, comme un complément, en tout cas qui est une matière grasse, une source, un mélange d'huile. Et là, on va répondre à des besoins physiologiques qu'ont tous les chevaux. Après, pour une raison particulière, par exemple un cheval qui couvre ses besoins énergétiques en ingérant du fourrage, eh bien, on n'aura pas forcément besoin de lui apporter un aliment complémentaire de fourrage, donc un concentré, qui contient des oligos, etc. Donc, ce qu'on fera à la place, par exemple, on apportera de l'oligovite, qui est un complément et qui apporte des oligo-éléments, des vitamines et qui permettra de couvrir les besoins de ce cheval en ces deux catégories de nutriments. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est vraiment de la couverture de besoins physiologiques parce qu'il y a une situation particulière, etc. Ensuite, il y a des compléments qui sont plus... Alors c'est pas non plus des médicaments, on est bien d'accord, c'est pareil, c'est quelque chose avec lequel il faut être clair. Oui, c'est pas un traitement médical. Exactement, ce n'est pas un traitement médical. Donc, quand on a un problème de santé sur son cheval, donc déjà, le vétérinaire vient, fait sa consultation. Si le cheval a besoin de recevoir des médicaments, le vétérinaire va les prescrire, voire les délivrer. Et donc voilà, après, en plus de ça, on peut avoir, par exemple, trouver un intérêt à distribuer un supplément. Je pense par exemple à un traitement antibiotique. On peut juger aussi intéressant et pertinent d'apporter un complément qui pourrait contenir des probiotiques, comme notre flore, par exemple, en complément de ce traitement antibiotique pour finalement sécuriser et aider un peu la flore à surmonter, ou en tout cas à bien supporter le traitement antibiotique. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, on a différentes situations. Donc il y a vraiment ces deux catégories de suppléments et en fonction de ça, après, on peut faire son choix, sachant que, pareil, on en parlera par la suite, mais je pense qu'il faut aussi savoir être raisonnable. J'ai vu des rations à l'extrême avec plus de 15 suppléments. Ça, c'est le plus que j'ai vu. Voilà, les chevaux mangeaient presque plus
de compléments que Compléments d'aliments. Ouais, J'exagère, c'est pas vrai, mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, il faut savoir être raisonnable, se limiter, faire des choix, prioriser en fonction des problématiques qu'on souhaite cibler. Et puis après, voilà, il faut mettre en place un supplément sur une période donnée. Et ensuite, on peut éventuellement alterner, etc. Mais moi, je suis pas. Voilà, les suppléments, je trouve que c'est très intéressant. Ça nous permet vraiment de répondre à des besoins très particuliers sur des phases vraiment ciblées. Maintenant, je ne suis pas non plus un maniaque où je vais conseiller 5 suppléments d'un coup. J'aime bien toujours rester déjà simple. Déjà, il faut bien fixer sa ration fourrage concentré. Et après, s'il y a concentré ou pas, bien sûr, après, on peut aménager, etc. Voilà. Donc, faire en sorte avant tout d'avoir une ration la plus équilibrée possible et après, en fonction de la saison, de la période ou des éventuels besoins ou pathologies du cheval, ajouter des compléments en fait, c'est pour pouvoir affiner la ration, si je dis pas. Pour affiner la ration, pour nous, notre travail après avec les suppléments, c'est aussi de pouvoir prévenir au maximum différents problèmes de santé. C'est vraiment plus dans la prévention. Enfin, ça dépend des suppléments, bien sûr, mais on a quand même toute une catégorie de suppléments pour lesquels c'est vraiment par exemple, prévenir des troubles digestifs, prévenir des troubles musculaires, stimuler l'immunité, etc. Donc là, on va travailler en amont finalement des problèmes. Donc c'est là où c'est intéressant et c'est proche c'est de la nutrition, finalement, même de la micronutrition. Et voilà, donc effectivement, il faut essayer de le faire de cette manière-là, je pense, et puis bien cibler en fonction des problématiques. Tu parlais de faire attention à pas non plus trop en apporter. C'est une question qu'on a reçue. Comment savoir si on donne trop de compléments, si on surcomplémente son cheval? Bien déjà, on peut déjà compter nos suppléments qu'on distribue. C'est vrai que moi, j'aime bien ne pas dépasser 3 suppléments, c'est ce qui est déjà pas mal. Alors, on peut inclure l'huile ou pas, mais il suffit de mettre de l'huile, de l'oligobite et de la flore et on y est déjà. Alors après, c'est là où je vous disais les suppléments qui sont un petit peu comme, par exemple, du supplément E-sélénium qui apporte de la vitamine E et du sélénium. Son but, c'est vraiment de renforcer les apports de l'alimentation concentrée. Bon, alors après, est-ce qu'on considère ou pas comme un supplément? En tout cas, comme quelque chose qui vraiment va venir se surajouter à la ration, comme ça pourrait être le cas avec un supplément pour les articulations, etc. Après, à chacun de choisir, en tout cas de juger. Mais moi, j'aime bien me limiter à 3 suppléments, en tout cas. C'est un peu. Voilà, j'aime bien me limiter à ça. Et après, c'est là où ça nous demande aussi de prioriser. Quand on apporte des conseils aussi aux clients, un cheval qui doit reprendre de l'état, on pourrait lui mettre de l'huile, de la flore, du myostimule. Et puis plus son aliment, etc. Voilà. Après, en fonction aussi du budget, parce que ça, c'est aussi quelque chose dont il faut aussi parler, en fonction du budget, en fonction du côté pratique aussi, parce que c'est pas toujours simple de distribuer les suppléments. J'imagine qu'il faut essayer de les répartir un petit peu sur l'ensemble des rations. Pas non plus oui, effectivement, c'est mieux quand on peut espacer et quand on peut fractionner les suppléments de la même manière qu'on peut le faire avec les aliments. C'est sûr que c'est mieux. La matière grasse, par exemple, tout ce qui est huile, ce sera toujours mieux assimilé quand ce sera fractionné sur la journée que quand vous mettez tout d'un coup dans la mangeoire et que l'aliment n'est pas capable de tout absorber, voire absorbe tout, mais ça peut aussi diminuer l'appétence aussi de la ration. Donc ça, il faut effectivement le prendre en compte, bien sûr. Mais oui, c'est souvent ce qu'on a l'habitude de faire. On conseille de répartir sur la journée de manière équilibrée, dans la limite du possible, bien sûr. Et voilà. Ok. Puis après, c'est simplement du bon sens, quoi. Essayer de faire en sorte de répondre aux besoins de son cheval sans non plus en apporter s'il n'y a aucune raison. Oui, voilà, exactement. Alors après, ça peut aussi faire plaisir au propriétaire de faire une petite cure à son cheval qui n'a pas de problème particulier. Je pense notamment à l'immunité. Stimuler l'immunité en entrée d'hiver, pourquoi pas, si c'est le seul supplément, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le cheval a déjà 3 suppléments, je pense qu'il faut choisir et puis à un moment donné, en enlever un. Ou prioriser, en tout cas, parce que ouvrir le parapluie au maximum, c'est sûr que c'est une façon de faire, mais moi, j'aime bien toujours essayer de cibler un peu les choses pour apporter des conseils raisonnés aussi, pour aussi prendre en compte le côté économique, le côté pratique, etc. Donc, je pense que c'est aussi un bon exercice de vraiment se dire de quoi mon cheval a vraiment besoin. Ok. Tu parlais de prévention tout à l'heure. Il y a Sandrine d'ailleurs qui réagit sur Facebook en disant la prévention est le meilleur traitement. C'est ma devise en tant que thérapeute. Oui, exactement. Après, c'est exactement ça. Hein. L'alimentation, c'est vraiment, de mon point de vue, moi, je suis vétérinaire de formation. Mais effectivement, pour moi, la meilleure façon d'éviter les problèmes, c'est de les anticiper, de les prévenir. Et la nutrition, pour ça, c'est vraiment avec d'autres, effectivement,
Ouais, un c'est élément vraiment, important, pour moi, c'est un pilier effectivement, tout ce qui est essentiel. prévention. Ouais, exactement. Ok. Alors, on a déjà reçu quelques questions sur Facebook. On va commencer par là, si ça te va. Il y a Céline Oui. qui demande si on doit donner un CMV en plus pour un cheval qui mange déjà un aliment, qui mange déjà de l'adulte énergie. Eh bien, ça dépend de la quantité et de l'activité du cheval. L'adulte énergie, par exemple, contient des oligo-éléments, des vitamines. Et en fait, en fonction de la quantité que le cheval reçoit, et cette quantité reçue, finalement, est dépendante des besoins énergétiques. C'est toujours le cas avec les concentrés. On va apporter une quantité donnée de concentré en fonction des besoins énergétiques du cheval et de la nécessité d'apporter des besoins énergétiques en plus de ce que le cheval ingère avec le foin. Donc, si le cheval a une petite ration d'adulte énergie, par exemple 2 litres par jour, eh bien, on peut tout à fait effectivement rajouter une dosette sans problème d'oligovite. L'oligovite ne fera que renforcer finalement les apports en oligovitamines qui sont déjà présents dans l'adulte énergie. Donc, encore une fois, on le conseille pour couvrir les besoins de manière optimale. Voilà. Après, si le cheval est à 4 litres, c'est là, c'est toujours où on peut se poser la question. Dans ces cas-là, on ira peut-être plus cibler s'il a une activité importante, pourquoi pas des antioxydants comme du sélénium. Où là, on apportera, si on va arriver par exemple à 2000 unités de vitamine E, eh bien, on apportera une dosette de sélénium par exemple en plus. Et là, on dépassera ces 2000 unités. Voilà, donc c'est à affiner en fonction de la quantité d'aliments distribués. C'est toujours le cas de toute façon. Et quand on passe les 4 litres, moi je ne conseille pas forcément l'oligovite, je ne conseille pas. Et ensuite, le vitamine E sélénium, ça dépendra bien sûr de l'activité du cheval, de ses faibles, enfin, en tout cas des problématiques éventuelles musculaires, etc. Ok. Pour faire. Enfin, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pour faire simple, si il y a par exemple toutes les doses quotidiennes recommandées pour nos aliments sur les fiches techniques, si on les respecte, c'est toujours donné pour un cheval de 500 kg. Si on les respecte, il n'y a théoriquement pas besoin. Et en revanche, si on donne vraiment des petites quantités, si on est en deçà des recommandations, là oui, on peut ajouter un CMV pour couvrir vraiment de manière optimale les besoins. Oui, voilà, globalement c'est ça, et même voilà, c'est même l'oligovite, parce que l'oligovite apporte vraiment oligo-éléments et vitamines, il ne va pas interférer avec les apports phosphocalciques de la ration globale, fourrage plus concentré. Donc c'est assez facile à utiliser et ça permet de renforcer les apports dans ces deux catégories, ces deux familles de nutriments, et ça on le fait effectivement très régulièrement. Ok. On a une question de Sandrine, ensuite, toujours, qui demande si on a un mélange d'huile et qu'est-ce qu'on conseille par rapport à l'huile. Et c'était aussi une question de Charlène qui demandait, du coup, elle parle de l'oméga oil, de l'huile, de notre huile, et qui demandait pourquoi et quand donner de l'oméga oil. Alors, l'oméga oil, donc effectivement, c'est un mélange de deux huiles, de l'huile de lin, de l'huile vierge de lin, issue de première pression à froid, qui apporte des oméga 3 en quantité importante et qui est associée à de l'huile de germe de maïs. En gros, c'est le petit germe que vous avez dans votre grain de maïs qui contient 40% de matière grasse. Ce germe est tiédi, pressé, donc c'est vraiment très faible température. C'est quasi c'est tiède, quoi. Et l'intérêt, donc là c'est de la pression aussi, première pression, donc l'huile n'est pas raffinée, et donc l'huile de maïs va apporter les oméga 6 qui vont compléter finalement les apports avec les oméga 3 du lin. Et puis cette huile de maïs apporte également des antioxydants naturels, des tocophérols, et c'est intéressant pour la préservation de l'huile. Et puis alors pour le bilan nutritionnel du cheval, moi je le prends pas en compte, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et donc l'huile, il y a deux intérêts. Le premier intérêt sont les apports énergétiques, classiques, quelle que soit l'huile, on a un apport énergétique. L'huile globalement est 3 fois plus énergétique si on parle en poids que de l'orge par exemple. Ce n'est pas la même source d'énergie, donc faut l'appréhender de manière différente. Maintenant c'est intéressant parce que c'est complémentaire et ça permettra finalement de limiter un petit peu les apports en céréales et d'éviter d'augmenter trop les céréales si le cheval a une activité importante. Donc ça c'est la première raison, c'est vraiment l'apport énergétique. Et la deuxième raison, c'est le côté vraiment micronutrition nutritionnelle. Ce sont les apports en acides gras essentiels quand les huiles en sont pourvues, en sont bien pourvues parce qu'elles en ont toutes globalement, et notamment donc, les deux acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6. Et là, on a vraiment sélectionné ces deux huiles pour leur richesse en oméga 3 pour le lin et puis oméga 6 pour le germe de maïs. Et en plus de ça, l'intérêt, ça c'est encore un autre côté, l'huile de germe de maïs, c'est l'huile qui est la plus appétante chez le cheval. En tout cas, les études réalisées notamment aux États-Unis l'ont montré.
Alors que l'huile de lin, on a une petite amertume. Je ne sais pas si vous en consommez vous-même, mais, Si, j'aime mais bien. voilà, moi, voilà. Mais c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours l'huile la plus appréciée des chevaux. Donc le fait de coupler les deux, on a vraiment ce super goût et cette odeur vraiment typique de l'huile de germe de maïs qui vient couvrir tout ça. Et on a vraiment un mélange qui est sympa. Une belle couleur dorée qui est la couleur du florisson. Ouais, c'est super joli à Ouais, regarder. c'est une belle huile. Alors les deux huiles sont de qualité alimentaire, issues de première pression. Ça, je tiens à le Ce que tu appelles de qualité alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on pourrait nous utiliser pour notre Oui. propre consommation, c'est ça? Oui. Notre fournisseur d'huile de maïs fournit des restaurants. Voilà. C'est français. Et l'huile de lin, on a deux pressions sur le lin. On a la première pression qui est en général dédiée à la nutrition humaine. Et la deuxième pression, en fait, le tourteau donc la graine est pressée une seconde fois, ce qu'il en reste pour avoir cette deuxième pression qui est, elle, plutôt en général, finalement, utilisée par les producteurs, enfin, par les animaux, finalement, consommée par les animaux. Nous, on choisit vraiment la première pression dans les deux cas. Donc, on fait attention à ça, c'est très important. Alors après, vous avez vu le contexte des huiles est très tendu en ce moment. Voilà, c'est notre métier, donc on fait attention aux couvertures, etc. Mais il est clair que voilà, ces deux huiles qui sont, en tout cas qu'on a sélectionnées pour leur propriétés nutritionnelles, qui sont vraiment très intéressantes. Après, c'est vrai qu'en pratique, moi je vois sur le terrain beaucoup d'huile de colza. Bon, l'huile de colza, quand elle est bien extraite, quand elle est extraite, pareil, pression mécanique à froid, on a des producteurs locaux, pourquoi pas, j'ai envie de dire, même si là, on a vraiment des apports. Pour l'énergie, ok. Pour les apports, par contre, en oméga 3 et 6, c'est clairement inférieur à ce qu'on peut avoir avec l'oméga oil. Ça, vous pouvez le vérifier, il n'y a aucun problème. Tout est affiché sur les étiquettes. Après, voilà, je sais aussi que pour un souci aussi, quelquefois, c'est local, etc. On a des clients qui utilisent l'huile de colza. Maintenant, c'est pareil, en ce moment, il faut en trouver parce que c'est pas toujours simple là, de trouver des huiles. Donc voilà. Globalement, c'est un peu ce qu'on voit là-dessus. Ok, merci. Il y a ensuite une question de Solange qui demande s'il est nécessaire d'associer des probiotiques en cure pour une meilleure assimilation des compléments. Alors, des compléments au sens large, non, pas forcément, je ne pense pas. Les probiotiques, pour moi, l'intérêt premier, c'est vraiment c'est pas forcément de jouer, c'est vraiment de jouer sur la flore intestinale et de soutenir cette flore intestinale. Alors, ça dépend ce qu'on appelle probiotique. En général, chez le cheval, on n'est pas trop sur des bactéries, on est surtout sur des levures vivantes, Saccharomyces cerevisiae. Et donc, cette levure, il faut la porter à la bonne dose, aussi via un supplément qui va la préserver, cette levure, puisqu'en fait, ces levures sont revivifiables, c'est-à-dire qu'elles reprennent vie dans le tube digestif du cheval. Elles ne sont pas efficaces dans l'estomac, mais elles le deviennent ensuite dans le gros intestin, dans la portion terminale. On a une dose, en tout cas une possibilité de dosage qui est assez étroite, enfin assez large. Nous, clairement, on est toujours autour de 10 grammes par jour. Ça, c'est important de respecter la dose. À 10 milliards par gramme d'UFC, bon, peu importe, mais il faut vraiment faire attention à ça, parce que quelquefois, on a un facteur de 10 entre les différents fournisseurs. Voilà, donc il faut regarder ça. Et les probiotiques, en tout cas les levures vivantes, c'est vraiment leur fonctionnement dans le gros intestin, qu'elles ne vont pas coloniser, ça c'est important, d'où l'intérêt d'en apporter tous les jours, ou en tout cas faire une cure pendant au minimum 3 semaines, puisqu'il faut une dizaine de jours pour qu'elles puissent vraiment commencer, pour qu'on puisse vraiment commencer à voir les bénéfices d'une supplémentation en levure vivante. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de modifier, si on peut dire, les conditions du milieu, le milieu digestif, pour favoriser le bon fonctionnement de la flore intestinale qui digère les fibres. Et donc là, avec en tout cas, comme propriété attendue, une amélioration de la digestivité de la ration, moins de risque de troubles digestifs. Et ça, c'est très bien documenté chez le cheval. On a des études sur la reprise de poids, on a des études sur la modification aussi des différentes populations bactériennes, hein, puisque c'est la flore intestinale, en fait, c'est vraiment un ensemble de populations de différentes catégories de bactéries, de protozoaires, etc. Et les études montrent qu'on a vraiment cet apport en levure va vraiment réorienter et favoriser certaines populations bénéfiques de bactéries. Et donc voilà, donc pour ça c'est intéressant pour la partie digestive. Après, pour les autres suppléments, pour des apports en vitamines, etc., moi je connais pas d'études et je ne vois pas forcément l'intérêt comme ça d'associer. Pour la valorisation de la ration, notamment fourragère, mais pas forcément pour l'assimilation des autres compléments alimentaires.
Non, non, ou en tout cas de manière à dire non, mais après il faudra un supplément particulier pour qu'on puisse éventuellement se projeter là-dessus. Mais non, Oui, non, moi, en tout cas, c'est pas dans ma pratique, c'est de pas manière quelque chose que j'ai. générale. Ouais, non. En tout cas, moi, Ok. j'ai pas de raison. Je dis pas que après, voilà, il y a peut-être des études, des choses qui montrent qu'il y aurait un intérêt, mais bon, c'est vraiment pour le côté digestif. Et Ok. voilà, transition, Alors etc. du coup, je suis désolée, tu l'as peut-être déjà dit, mais je lisais les questions en même temps. Est-ce que tu t'as précisé ce qu'on utilise, nous, dans notre complément comme probiotique? C'est une question de Sandrine qui demande des précisions pardon, sur les Oui, probiotiques. oui, bah alors, on a les probiotiques, donc ce sont les levures vivantes, Saccharomyces cerevisiae. Ouais, ce que Voilà, tu donc une avais dit, dosette ok. apporte, c'est ça, ouais. Une dosette apporte 7 grammes de levure vivante à 10 milliards on appelle ça UFC, c'est bon, bref, d'unités formant colonie par gramme. Donc en gros, c'est dosé, c'est le standard. Ça, c'est important quand même de le regarder, mais bon, ça, c'est plus notre travail que le vôtre finalement. Mais Mhm. voilà. Et donc l'idée, c'est une dosette 7 grammes, deux dosettes donc 14 grammes. Je disais qu'on était, en général, bon, soit on met une bonne dosette bombée ou une dosette et demie pour avoir 10 grammes. On met en place 3 semaines minimum, sachant on commence à voir, en tout cas, les études montrent que les premiers signes positifs d'une supplémentation en levure apparaissent autour de 10 jours, que ce soit chez le cheval ou la vache laitière. Et Ouais. l'intérêt aussi, c'est de limiter les risques voilà, de troubles digestifs, notamment il y a des excès par exemple, ça peut être des excès de sucre, hein, de céréales, mais aussi de fructane dans les fourrages. Euh, et ça permet On en de a réguler. Je te coupe, on en a pas mal parlé pardon, pendant le live avec Anela sur la mise à l'herbe. On recommandait de faire une cure de flore justement à peu près 3 semaines avant la mise à l'herbe pour aider Oui, la flore digestive du cheval, donc pendant toutes les périodes de transition en fait. exactement, exactement, ça c'est intéressant. Et alors oui, en donner toute l'année. Alors, faudrait Tu as vu vraiment. le commentaire de Sandrine. Ouais, j'ai vu, effectivement. Alors, les probiotiques, moi, je les mets plutôt en cure sur des périodes. Ça peut être une période de compétition, ça peut aller jusqu'à 2, 3 mois. Après, quand il y a pas, quand il y a une phase de reprise d'état, etc. Mais là, autant les chondroprotecteurs, on peut le conseiller toute l'année pour des chevaux arthrosiques et qui Ouais, sont on va vraiment en plus parler tout à confortables. l'heure. Voilà. Là, les probiotiques, j'en mets rarement toute l'année. Alors, il faut savoir que voilà, dans certains aliments, il peut y avoir des probiotiques aussi. Bon, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais moi, en tout cas, dans ma pratique, c'est pas ce que je conseille. C'est plutôt des cures ciblées de 3 semaines à 3 mois, globalement. Ça, ça peut être pour une saison de compétition, enfin, durant une saison de compétition, une phase de préparation à un concours, puisque ça joue sur la prise d'état, le pelage, la sécurité digestive. Donc, voilà. Et plutôt de manière ciblée comme ça. Si on peut résumer l'utilisation d'un complément comme le flore, enfin tu viens tout de les dire, mais en gros, toute transition quelle qu'elle soit, que ce soit un changement d'alimentation, enfin un changement de ration, une mise à l'herbe, ou même si le cheval change d'écurie par exemple, Exactement, ouais. Que ce période soit de du jeu. compétition, d'entraînement, quand le cheval a besoin de reprendre de l'état aussi. Et Ouais, et juste petit truc pour le ouais, transport. Le transport, forcément, vous avez un cheval qui part faire une tournée, ça arrive. On a des clients qui vont en Espagne ou au Portugal l'hiver notamment. La flore, très intéressante hein, pour les probiotiques, pour finalement prévenir les troubles digestifs durant le transport, ouais. durant la phase de compétition à l'extérieur, finalement, qui peut être assez longue. Par contre, si vous voulez vraiment cibler le transport, parce que vous avez un cheval qui peut avoir des soucis digestifs durant ces quelques heures de route, voire quelquefois une journée, c'est bien de le démarrer justement une dizaine de jours avant, quoi, puisque si on veut vraiment que ce soit bénéfique, c'est vraiment un supplément qu'il faut quand même anticiper un Pas minimum. commencer à le donner la veille. Ok. Et Bah oui, tu en as parlé aussi tout à l'heure pour éventuellement accompagner un traitement antibiotique et oui. pendant les périodes de vermification aussi. On en Oui, parle souvent. exactement. Bah, les parasites vivent dans le gros intestin. Ils partagent finalement le milieu potentiellement avec les bactéries, hein. La preuve en est quand on fait des colposcopies, on retrouve plein d'œufs. Enfin, potentiellement, on retrouve des œufs dans les crottins. Donc, effectivement, à partir du moment où on va mettre en place un traitement antiparasitaire, on va tuer ces œufs, enfin, ces parasites, etc. Et donc là, potentiellement, ça peut perturber la flore s'il y a une forte infestation. Donc effectivement, là, c'est la même chose. Quand on sait qu'on va vermifuger, alors, moi le premier, hein, c'est pas forcément facile de se dire, bon, à 10 jours avant, je mets en place ma cure de flore, mais bon, ce serait l'idéal. Et effectivement, Ok. quand on sait qu'on a un cheval pour lequel on ne sait pas trop si ça va bien se passer ou pas, ça peut être intéressant. Ok. Alors Sandrine a réagi, elle posait cette question, savoir si elle pouvait l'aborder toute l'année parce que son cheval a du mal à se maintenir en état. À ce moment-là, il faut peut-être qu'on regarde, on pourra regarder après toute la Ouais, ration plus en détail, ce que tu disais tout à l'heure, de pas forcément ajouter ouais, faut systématiquement des commencer. compléments et d'adapter d'abord la ration C'est ça. Moi, je principale. commence toujours par le début.
commence par le début, donc le fourrage, après le concentré, bien sûr le cheval, son âge, son activité, ses problèmes, ce qu'on appelle ses commémoratifs, ce qu'il a connu comme souci dans le passé, pouvant être en lien avec justement avec l'état corporel. Et puis c'est clair, mais par contre toute l'année, bon, il faut voir, effectivement, je pense qu'on pourra le traiter à part, sans aucun souci. Envoyez-nous les infos, Sandrine. Il y a Sarah, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, qui me disait sur Facebook qu'elle avait déjà entendu dire que l'huile de maïs pouvait avoir un effet plutôt pro-inflammatoire. Alors, je connais pas l'étude ou le truc, mais oui, effectivement. Alors après, je comprends. C'est-à-dire que pro-inflammatoire, puisque c'est riche en oméga 6, et en fait, les oméga 6, oméga 3, on va pas rentrer dans des grandes explications, mais entraînent la production de certains composants au niveau cellulaire et puis au niveau des tissus, enfin, des différents organes, etc. Et qui peuvent être, alors pour les oméga 3, c'est que de l'anti-inflammatoire, anti-allergique, stimulant immunitaire, etc. Les oméga 3, c'est 100% bénéfique. On Les en parle oméga souvent 6, dans le côté anti-inflammatoire des oméga 3. voilà. Les oméga 6, c'est moitié-moitié. C'est moitié bénéfique, moitié néfaste. Enfin, je caricature, mais ça peut être ça. Ce qui fait que, voilà. Après, le truc, c'est que finalement, la transformation de ces oméga 3 et 6 passe par les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, c'est les mêmes enzymes, enfin, peu importe. Ce qui fait qu'il y a une compétition, entre guillemets, entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc, ce qui est important, c'est de regarder le rapport oméga 3 sur oméga 6 ou l'inverse, comme vous voulez. Okay. Moi, je préfère dire oméga 3 sur oméga 6, puisque il faut privilégier les oméga 3 en théorie. Et donc, effectivement, si on n'apportait que des oméga 6, ou en tout cas une ration riche en oméga 6, c'est-à-dire des céréales, de l'huile de maïs, ou l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, toutes ces huiles qui sont très riches en oméga 6 et qui sont plutôt pauvres en oméga 3, on aurait un rapport, c'est un peu comme le rapport phosphocalcique, on aurait un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui serait très important. Et donc là, effectivement, on est plutôt sur une ration qui va avoir tendance à entraîner la production de composants et de métabolites, comme on dit, plutôt pro-inflammatoires, pro-allergiques, etc. D'où la nécessité d'équilibrer avec l'huile de lin, sachant que dans l'oméga oil, l'huile de maïs est minoritaire par rapport à l'huile de lin. Et vous pourrez le constater, on apporte plus d'oméga 3 que d'oméga 6 dans l'oméga oil. Donc ça. D'accord, donc en fait, c'est une. Pardon. Vas-y. Non, vas-y. C'est une question d'équilibre entre les oméga 3 et 6, et du coup, ça dépend complètement de la composition de l'huile qu'on va donner. Et juste un petit truc, parce qu'on me l'a rabâché assez souvent quand j'étais à l'école en dernière année. Il y a une étude qui a été faite avec l'huile de maïs sur la prévention des ulcères et qui avait démontré un intérêt de l'huile de maïs dans la prévention des ulcères. C'était un professeur qui était, on va dire, un peu spécialisé dans les ulcères gastriques, voilà, qui nous parlait régulièrement de cette étude. Et je me suis aussi basé là-dessus, moi, quand j'ai formulé l'oméga oil. J'ai aussi pris cette huile de germe de maïs parce que, au-delà de son côté appétant, etc., il y avait aussi cette étude plutôt assez intéressante, en tout cas, que moi, j'avais bien en tête, parce qu'on me l'avait bien expliqué. Et voilà, donc et là, pour le coup, si on a un effet préventif sur les ulcères gastriques, c'est quand même qu'on a un effet bénéfique, mais on est bien d'accord qu'effectivement, tout ça, c'est une question d'équilibre. Ok. Et je ne sais pas si tu as vu, du coup, Sandrine a réagi sur Facebook en te demandant et pourquoi pas d'oméga 9. Il y en a dans notre huile, il me semble. Ah, il y en a de toute façon. Les oméga 9, il y en a, c'est phytoléique. L'huile qui est très connue pour les oméga 9, c'est l'huile d'olive. Mais effectivement, vous pouvez regarder sur l'étiquette oméga oil, je ne l'ai pas en tête la valeur, mais ça ne doit pas être loin du 30%. Effectivement, les oméga 9, alors là, c'est plus, en tout cas en humaine, c'est plus sur les propriétés hypocholestérolémiantes, etc., sur le fonctionnement du foie hépatique. Voilà, donc oui, mais effectivement, par contre, là, on est. C'est vrai que sur les acides gras essentiels, on est vraiment 3 et 6, et c'est vraiment là-dessus, tout ce qui est anti-inflammatoire, etc. En tout cas, moi, les études que je connais, elles portent vraiment plus sur les oméga 3 et 6. Les oméga 9, on est d'accord que les gens qui ont du cholestérol, etc., on leur conseille de manger, en tout cas de prendre des huiles plus riches en oméga 9. Ok, merci. J'espère qu'on vous a bien répondu, Sandrine et Sarah. Après, on a eu plusieurs questions. Alors, on en a parlé très rapidement tout à l'heure sur les CMV, donc compléments minéraux et vitaminiques, notamment le minéral oligovite. Savoir en fait quoi faire pour des chevaux qui en sont nourris exclusivement au foin ou à l'herbe pendant la période actuelle en fait de mise à l'herbe. Est-ce qu'il faut arrêter la complémentation? Est-ce qu'il faut la continuer? Est-ce qu'il faut en apporter uniquement en hiver? Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Alors ça dépend déjà si vous avez un cheval ou si vous avez un lot de 10 poulains qui sont en plein champ, dans 10 hectares. Et là, techniquement, c'est plus compliqué. Donc, il y a le côté technique.
l'herbe contient des vitamines au printemps, etc. Voilà, bêta-carotène, vitamine D, les chevaux en prennent suffisamment avec le soleil, etc. On a vitamine E aussi dans l'herbe, on a des vitamines du groupe B, on a de la biotine, etc. Donc en vitamines, avec l'herbe, on est vraiment pas mal. Alors les oligo-éléments, ça va dépendre effectivement si vous êtes sur des poulains, etc. On a globalement, de toute façon, l'herbe et le fourrage sont carencés en oligo-éléments, notamment cuivre, zinc, sélénium. Donc en théorie, on conseille plutôt de maintenir la supplémentation avec au départ, ça peut être une dosette, si on a un repas par jour, etc., ça peut être une seule dosette. Sachant qu'il faut bien aussi se figurer qu'un cheval, sur certains sur les oligo-éléments, les vitamines liposolubles, va faire des réserves au niveau de son foie notamment. C'est un petit peu comme nous, quand on nous prescrit les ampoules de vitamine D, vous en avez 2 de 500 000 par hiver, et donc votre foie va les garder au niveau de l'organisme. Il est capable de stocker un petit peu. Capable de stocker et va pouvoir mobiliser ensuite ces vitamines liposolubles. Voilà. Donc A, D, E, etc. Et donc finalement, ça permet de prévenir les carences vraiment très importantes, puisque ce sont des vitamines qui n'est pas capable de synthétiser ni lui ni sa flore, les vitamines A, D, E. Sachant que les bêta-carotènes qui sont dans l'herbe sont des précurseurs de la vitamine A, et donc quand les chevaux sont à l'herbe, ils reçoivent des quantités très importantes de bêta-carotène. Oui, après, si on rentre dans le détail, on voit bien qu'il y a certains nutriments qui sont très bien apportés par l'herbe, d'autres pas suffisamment. Donc après, c'est une question de durée aussi, puisque un cheval, il peut mobiliser ses réserves. Par contre, on ne sera pas sur potentiellement, alors c'est pas mesuré, mais si on veut assurer une couverture optimale, il est clair qu'on peut continuer à maintenir une dosette. Maintenant, encore une fois, je vous disais, ça dépend aussi du côté, il y a le côté pratique qui rentre en ligne de compte. On a des clients éleveurs, voilà, quand leurs poulains sont à l'herbe, en tout cas durant les mois de printemps, là, il est clair qu'il n'y a pas de supplémentation. On reprend après sur l'été, puisqu'on arrive sur une période durant laquelle l'herbe est moins abondante. Donc on repasse sur des rations dites d'hiver. D'accord. Mais voilà, on fait en fonction de l'abondance de l'herbe, un petit peu comme avec l'aliment, mais aucun problème à maintenir. Les Govit, par exemple, même une dosette par jour, il n'y a aucun problème. Et puis de toute façon, l'herbe, ce n'est pas constant en termes d'abondance, enfin, ça vous le voyez bien. Vous avez vraiment, il y a 2 bons mois, ça dépend de la zone où vous êtes, bien sûr. Si vous êtes à Marseille, ça ne marche pas. Mais chez nous, au Grand Ouest, on a avril-mai où globalement ça roule. Et puis après, on tend gentiment sur une ration d'hiver, c'est-à-dire où on n'a plus beaucoup d'herbe. Alors ça dépend aussi du nombre d'hectares que vous avez, etc. Et donc là, dans ces cas-là, on repasse sur. En fait, dès qu'on repasse sur du foin, là, clairement, le foin, on a les vitamines qui ne tiennent pas bien dans le foin, clairement. Donc là, il y a clairement une nécessité de mettre en place une supplémentation. Après, il ne faut pas non plus paniquer. Je vous dis, les chevaux ont un système comme nous, un système de réserve dans l'organisme au niveau du foie. Et on peut, effectivement, on a quand même une certaine réserve avant de tomber en carence en vitamines essentielles. Voilà. Mais effectivement, c'est une question qu'on a. Si on peut et qu'on veut faire au mieux, on peut continuer et éventuellement diminuer un peu quand l'herbe est abondante. Ouais, moi je mets une dosette, c'est bien. Ça permet aussi d'aller voir son cheval, etc. C'est un petit peu la même chose avec par exemple les chevaux, les poulains à l'élevage. Quand l'herbe est vraiment très abondante, dans certaines régions, on peut être amené pendant 2-3 semaines à couper l'aliment, mais après assez vite on passe sur 2 litres par jour par exemple de breeding, et ça permet aussi d'aller voir les poulains, etc. Et puis de continuer à leur apporter finalement une autre source que du fourrage pour aussi alors ça dépend de la race que vous avez bien sûr, mais pour les aider aussi toujours à avoir une croissance un peu constante, et puis voilà. Ok. Dernière question sur les CMV. Il y a Élise qui demandait si on pouvait associer un grain spécifique avec un complément comme le minéral oligovite, sachant qu'il y a déjà des vitamines et minéraux dans le grain. Alors je pense qu'il faut prendre le raisonnement dans l'autre sens. Si le cheval reçoit un CMV et qu'il se maintient en état avec le CMV, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter d'aliments. Ouais. En revanche, ce que tu disais tout à l'heure, s'il reçoit une ration d'aliments, en fonction de la quantité qui est apportée et de son activité, il y a éventuellement besoin d'ajouter un CMV, mais pas systématiquement. Si les recommandations sont respectées, en tout cas avec les nôtres, il n'y a théoriquement pas besoin. On est d'accord ? Oui, exactement. Il faut faire un bilan. C'est là où on peut vous aider. On est habitué à le faire. Tout en détail. Ouais. On regarde, et puis après, c'est vrai que quand c'est un aliment de la concurrence, c'est un peu plus délicat pour nous parce qu'on ne maîtrise pas forcément, même s'il y a l'étiquette, tout ça. C'est toujours plus délicat, mais après, il y a vraiment des nutriments sur lesquels il faut faire vraiment très très attention, d'autres sur lesquels on a une marge de tolérance plus grande.
Donc oui, non, mais effectivement, il faut vraiment regarder, déjà fixer le fourrage, la quantité concentrée nécessaire, et en fonction de ça, on met en place le supplément. Parce que c'est pareil, mettre de l'oligovite pour mettre de l'oligovite, si le cheval reçoit 6 litres, par exemple, chez nous, d'Adult Energy, parce qu'il est en période de compétition, il n'y a pas d'intérêt. Clairement, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut vraiment cibler le truc pour que ce soit cohérent, quoi. Ok, ça marche. Alors encore une question un peu entre guillemets générale, et puis après on va passer, on a eu plein de questions, et puis je vois qu'on reçoit aussi sur Facebook et sur Instagram des cas un peu particuliers en fonction des pathologies et activités. Il y a Clémentine qui nous demandait les drainants, oui, non, pourquoi et comment. Ça me fait toujours rire, ça. Je En fait, savais ça que dépend. tu allais aimer. Ah, mais je l'ai tellement souvent. Mais en fait, les drainants, moi, je suis pas archi fan parce que c'est tellement fréquent. Alors après, je sais, ça dépend vraiment des clients et puis de l'objectif visé. Drainant, ça peut vouloir dire diurétique, ça peut vouloir dire drainant hépatique. Alors dans ces cas-là, c'est plutôt faciliter l'évacuation de la bile. Alors pas le cheval n'a pas de vésicule biliaire, mais via les canaux biliaires, donc la production et l'évacuation de la bile. Donc le côté cholagogue, cholérétique que vous devez voir si vous regardez les fiches phyto des différentes plantes et compagnie. Donc après, ce sont souvent des plantes. Les produits à base de choses comme sorbitol, méthionine, choline. Sur le foie, il n'y a pas d'études. Voilà. Il n'y a pas d'études. Alors, il y a des effets prébiotiques, des choses comme ça, mais sur le côté hépatique, enfin, si vous faites une prise de sang, déjà, une prise de sang normale, ça coûte moins cher que le supplément, je pense. Déjà, si tout est normal, le foie est normal, tout est OK. Bon, sur le foie, sur le côté hépatique, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Si par contre, après, votre cheval a des problèmes d'œdème des membres, etc., que vous ne pouvez pas le sortir plus que ça, que vous avez des problèmes divers et variés, là, vous voulez plutôt mettre un profil côté diurétique du supplément. Bon, là, c'est autre chose, c'est l'apport d'un diurétique. Bon, c'est clair pour des problématiques ciblées, comme je vous dis, l'œdème des membres distaux, donc ça peut arriver, des postérieurs, etc., quand les chevaux restent longtemps au box. Alors effectivement, il y a certains suppléments avec lesquels ça marche plutôt bien, donc pourquoi pas. Mais globalement, moi, je suis pas fan, pour être honnête. Je suis pas fan parce que c'est souvent, en fait, c'est utilisé un peu à toutes les sauces et très souvent, on occulte le vrai problème parce que quelquefois, même quand on a des problèmes hépatiques sur des prises de sang, sur des bilans biochimiques, on va mettre en place un drainant. Alors, pourquoi pas, ce sont des plantes avec différentes vertus, tout ça. Moi, je suis pas. Après, voilà, je ne connais pas tous les suppléments, etc. Mais si le cheval ça peut aussi avoir des problèmes hépatiques parce il souffre d'un problème infectieux, un problème parasitaire, etc. Dans ce cas, c'est pas en mettant un drainant qu'on va solutionner le problème infectieux ou parasitaire. Donc, faut pas se tromper. Après, je vois bien aussi qu'il y a des gens qui, on va dire en mode prévention, vont avoir un vaccin prévu, avoir une période assez compliquée ou autre. Bon, ils vont mettre en place un système, un drainant, donc un cocktail de plantes, entre guillemets. Alors ça, c'est pareil, les cocktails de plantes, pour être membre de la commission nutrition à la VEF, j'ai pu suivre des conférences sur la phytothérapie, ce qui est très intéressant. Je ne dénigre pas du tout. C'est vraiment un côté. Moi, j'aime bien. C'est vraiment très intéressant. Mais par contre, encore une fois, il faut bien cibler ce qu'on a dans le supplément. Le type de plante, la quantité. Parce qu'on peut avoir. Là, ça peut être du perlimpinpin, comme disait tout à l'heure. Je ne sais plus qui tu me disais là. Mais voilà. Et, ça peut clairement être du perlimpinpin, puisque si la dose journalière conseillée est 20 grammes par jour et que le supplément contient que 2 grammes, juste pour le mentionner sur l'étiquette, sachant qu'en plus, ce sont des produits, des substances pour lesquelles la dose doit pas forcément être affichée, bon, voilà, ça ne servira pas à grand-chose de mon point de vue. Donc c'est là où, pourquoi pas, je ne veux pas être plus catégorique que ça, je dis juste que, bon, moi, dans ma pratique, j'en reçois pas souvent le besoin, enfin, j'en ressens pas souvent le besoin parce que très souvent, on arrive à identifier d'autres causes qu'on va traiter. Si c'est un problème avant un vaccin, moi, je préfère mettre en place un stimulant immunitaire qu'un drainant, par exemple. Alors, le drainant, vous me direz, ce sera plutôt après le vaccin qu'avant, ceci dit. Mais bon, après, encore faut-il que ça marche, quoi. Après, il y a des vieux trucs. Moi, je me rappelle quand j'étais. Les entraîneurs de trop, par exemple, utilisaient beaucoup l'huile de Harlem. Bon, je ne vais pas faire la pub de l'huile de Harlem, mais c'est un truc un peu de vieux, entre guillemets. Ça, effectivement, ça c'est diurétique, il n'y a aucun problème, ils me le confirment très bien. Les chevaux mouillent bien la litière après, il n'y a pas de souci. Et puis, ça contient des composés de soufre, tout ça. Pourquoi pas? J'ai jamais vu d'études sur l'intérêt de ce produit-là précisément, etc. Mais bon, de manière empirique, je sais qu'il y a dans certaines disciplines, il y a des gens qui utilisent tel ou tel autre produit. Écoutez, pourquoi pas? Moi, dans ma pratique, c'est pas ce que j'utilise, que je conseille le plus.
D'accord. Bon, j'espère qu'on vous a bien répondu, Clémentine. En tout cas, c'était détaillé. Il y a Sarah sur Instagram, je ne sais pas si tu as vu, qui demande quel complément pour un cheval avec un shivering. On va passer Ouais, les alors, questions un peu. ouais, alors ça, c'est compliqué. Honnêtement. C'est très compliqué. Alors, souvent, on peut conseiller de la vitamine E, mais, euh, mais honnêtement, c'est assez compliqué. Franchement, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, c'est la gestion avec. On a aussi régulièrement cette question, hein, mais Ouais. franchement, c'est très Il délicat n'y a parce pas que des besoins en certains nutriments à couvrir impérativement bah, en vitamine E, effectivement, toujours on le conseille. Ça, c'est sûr. Hein, ça peut, effectivement, hein, c'est recommandé, etc. Maintenant, de là à vraiment faire régresser les symptômes, ou en tout cas améliorer les symptômes. L'alimentation, après, l'alimentation aussi, pourquoi pas, plutôt pauvre en céréales, etc. Plutôt type spécifique. Maintenant, tout ça, c'est pareil. C'est un peu pas des suppositions, mais en tout cas, moi, je ne connais pas d'études qui montrent que c'est un peu voilà, c'est compliqué, ces genres de problématiques qui sont compliquées à gérer déjà d'un point de vue médical. Alors, d'un point de vue complément, moi, j'ai pas de choses en tête qui vraiment pas, sont. voilà, un complément qui peut clairement aider Bah, faire bien. non, enfin, voilà, c'est vrai que. Non, en tout cas, je connais pas d'études. C'est très spécifique comme problématique. Je vous dis, la vitamine E, à chaque fois, c'est recommandé, que ce soit de la MND, du shivering, etc. Ouais. Ça peut. La vitamine E, on conseille effectivement de bien couvrir les apports parce que c'est important au niveau neuro, etc. De là à dire que ça va soigner le problème, ou en tout cas le faire régresser ou autre, là, c'est autre chose de mon point de vue. Mais dans tous les C'est cas, important que le cheval ne soit pas oui, carencé en vitamine E, que les vitamine besoins E, soient sélénium, couverts. etc. Oui, oui, Voilà. oui. Après, ça ne va pas résoudre le problème, mais c'est un point à ne pas négliger, Dans tous si les on peut cas, résumer. effectivement, il faut vraiment prévenir tout ce qui est carence chronique d'un point de vue Ouais. général. Voilà, donc si c'est un cheval au fourrage, etc., donc là, l'apport d'un supplément qui va apporter oligo-éléments, vitamines, dont la vitamine E. Après, voilà. Après, c'est un peu délicat. Honnêtement, moi, je ne peux pas être affirmatif autant sur un problème digestif, de flore, etc. Là, c'est assez facile parce que c'est documenté. On est capable de. D'autres problèmes, on en a d'autres là. Ouais, voilà. Mais bon, là, c'est vrai que c'est très particulier et c'est toujours un peu délicat. Ça dépend aussi du cheval, du stade. Donc voilà. Ok. Il y a Véronique sur Facebook qui te demande quel complément pour un vieux poney atteint de Cushing. Alors, alors déjà, donc l'alimentation à gérer, parce que là, Ouais. clairement, bon, après, si c'est un poney Cushing, il faut voir son On état a plein de corporel. contenus sur les chevaux Cushing et puis on peut vous Ouais, donner plein on a d'infos si vous plein de voulez. choses sur effectivement son état corporel, son état musculaire, sur son âge, etc. Bon, bref, on peut avoir ou pas besoin de mettre en place un aliment qui peut être spécifique, le céréal free, en fonction de l'état du cheval. Ouais. Donc là, on apportera de toute façon des oligo-éléments, des vitamines. Je crois me souvenir que c'est Aneva, je crois qu'il avait dû faire un papier là-dessus, sur l'intérêt de la vitamine B12, qui peut être intéressante aussi, Mhm. je crois. Voilà, donc en gros, c'est oligo-vitamines, donc couvrir les besoins de manière satisfaisante. Aussi, faire en sorte de maintenir l'état du cheval qui souffre donc de Cushing, parce que souvent, c'est aussi délicat de maintenir l'état corporel. Dans ces cas-là, on peut Problème. avoir recours aux probiotiques, toujours pareil. Les matières grasses aussi, c'est intéressant hein, sur du Cushing. Les oméga Ouais. 3, du fait de l'apport d'énergie, mais aussi d'acides gras essentiels. Donc ça, c'est intéressant de toute façon. Voilà, oligo, vitamines. Et après, on va plutôt être sur du. On pourrait après avoir recours à du biostimule, des choses comme ça, des apports, des suppléments qui contiennent des protéines, en tout cas des acides aminés. Ouais, Pourquoi pour pas. l'aider à Après, maintenir sa masse, un minimum masse sa masse musculaire, musculaire. voilà, exactement. Alors Ok. après, pareil, sans excès bien sûr, parce que sur tout ce qui est après insuline, etc. Après, il y a des études qui sont controversées, enfin controversées en tout cas, qui demandent à être confirmées, mais qui montrent que les excès protéiques, en tout cas en azote, ne sont pas forcément conseillés, etc. Donc il faut vraiment apporter ce qu'il faut. Et puis après, Oui. ça va être voilà, l'eau, le foin, tout ça, mais ça va vraiment dépendre parce que quand on a un cheval sous de Cushing, donc on fait attention bien sûr à ne pas aggraver le problème, donc on fait attention aux glucides, ça c'est clair. Donc Mm. on va substituer avec les matières grasses, ou l'oméga oil potentiellement. Et ensuite, on va couvrir les besoins oligo-vitamines. On va apporter des protéines si c'est nécessaire, puisque très souvent, on peut avoir une amyotrophie. Et dernière chose, les probiotiques peuvent être intéressants aussi, effectivement.
Ok, donc c'est un petit peu adapté en fait en fonction de l'état corporel du cheval, de sa masse graisseuse et de sa masse musculaire. Oui, Et c'est ça, toujours, exactement. toujours bien faire attention à ne pas lui apporter trop d'amidon, trop de sucre. Et donc là, tu disais que lui, il Ouais, était voilà. une bonne solution alternative. Exactement. Après, on fera attention s'il y a de la fourbure, pas de fourbure, etc. Et c'est un petit peu comme les chevaux SME. Hein, je vois une remarque sur un cheval SME. Bon, oui, ça convient. Pareil, ça, on a souvent la remarque. Ça, je vais en profiter pour Oui, préciser. tu l'as vu L'oligovite, ouais, l'oligovite, profiter de le support, c'est de l'orge. Mais il faut toujours raisonner vraiment sur la dose journalière apportée. C'est un petit peu comme les comprimés. Vous avez des supports qui sont, on va dire, inertes, ou en tout cas qui n'ont pas d'impact plus que ça, parce qu'en fait, la dose apportée, si on en apportait bien sûr 1 kilo, il pourrait y avoir un souci, mais quand vous en Ouais, apportez sauf 60 qu'on en grammes par apporte jour, 30 à 60 grammes par jour. Ouais. voilà, là, concernant l'orge, la problématique éventuelle dans ce genre de problème, ça va être l'amidon par exemple, mais même si vous comptez 50% d'amidon dans de l'orge, bon, bah, vous aurez quelques dizaines de grammes à peine d'amidon dans de dosettes de ligovite, donc c'est totalement négligeable par rapport à ce que peut apporter le concentré potentiellement, voire même les sucres qui peuvent être dans le fourrage et qui peuvent être apportés en quantité, même un foin moyen, c'est 10% de sucre sur le sec, donc 100 grammes au kilo, donc imaginez 1 kilo de foin, vous avez déjà entre 5 et 10 fois plus de sucre que dans 2 dosettes de ligovite, dans 1 kilo de foin. Donc franchement, c'est négligeable et ça, faut pas, aucun souci, ça je peux vous le certifier, ça ne viendra pas vous déséquilibrer les apports, en tout cas entraîner un excès d'amidon avec 2 dosettes de ligovite, aucun problème. Oui, Catherine, vous pouvez. Par contre, SME, juste le probiotique, très bien, très bien d'un point de vue général. Attention, les probiotiques, ça fait grossir aussi. Donc, si vous avez des chevaux déjà en surpoids et qu'il y a un intérêt néanmoins à apporter des probiotiques parce que soit vous avez eu de la fourbure, soit parce qu'il y a eu un souci digestif, pourquoi pas, dans ces cas-là, on va plutôt cibler une cure pas trop longue. Et puis, on va plutôt mettre la dose minimum, c'est-à-dire plutôt une dosette par jour. Ça, faut pas l'oublier, c'est un petit peu comme chez nous. Hein. Les probiotiques, c'est bien, mais ça aide à faire prendre du poids. Quoi. Faire attention à l'état. Ok. Oui, c'est une balance. Euh, Quoi. On a une question de Clémence, qui a un cheval convalescent, qui s'est fait une fracture et qui est pour le moment au box uniquement au foin depuis Oui. l'accident. Et il s'est fait opérer. Qu'est-ce que tu conseilles pour garder une alimentation équilibrée en vitamines, en minéraux et peut-être pour le côté fracture aussi? Voilà, si on part encore une fois, si on commence du début, hein, donc déjà un cheval au box, alors en plus il y a Ouais, une si tu peux parler fracture. un petit peu aussi de manière globale pour le cheval convalescent, Cheval confiné au convalescent, box. ouais, cheval confiné au box, problématique de perte d'état, notamment de muscles, Mhm. problématique d'excès potentiel énergétique qui peuvent rendre le cheval difficilement gérable. Alors c'est plutôt les jeunes, etc. Mais ça dépend vraiment des chevaux. Il y a des chevaux qui, si vous augmentez trop les apports en concentré, mais ils vont être plus nerveux, avec Mhm. ce qu'on peut comprendre, excès énergétique. Donc dans ce genre de situation, moi j'aime bien partir sur, par exemple, un céral free ou ça, c'est intéressant puisqu'il apporte des protéines, il permet de couvrir les besoins en acides aminés et donc favoriser un bon maintien de la masse musculaire durant cette phase de convalescence où le cheval va quand même être immobile. C'est quand même pas le meilleur Mhm. moyen pour maintenir la masse musculaire. Le fait Non, d'apporter clairement. néanmoins du céral free ou en tout cas une source de protéines de qualité, sans énergie sous forme de céréales ou en tout cas en quantité modérée. Dans céral free, il n'y en a pas, donc ça c'est bien. Oui, Ça c'est permet ce que vraiment j'allais dire. de maintenir les muscles sans rendre le cheval nerveux, perturbé au niveau de sa glycémie, etc. Donc ça peut être intéressant. Les matières grasses, c'est pas du tout échauffant, donc on peut aussi en apporter, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc quand Mhm. vous apportez un concentré, vous aurez des oligo-éléments, des vitamines. En fonction de la quantité de la ration, eh bien, vous prenez le céral free, par exemple, globalement, 2 litres de céral free, ça équivaut à 2 dosettes de ligovite. Quoi. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Voilà. Par contre, si le cheval n'a pas de céral free, juste à l'oligovite, parce qu'il est très rond, c'est un poney plutôt en surpoids, que le foin est bien pourvu en protéines, vous arrivez à couvrir les besoins en protéines via le foin, etc. Dans ce cas, on peut apporter seulement l'oligovite. Si maintenant il y a une fracture dans ce cas particulier-là, ça peut être intéressant et c'est même conseillé de minéraliser davantage, en tout cas d'apporter une ration plus riche en minéraux dans des rapports qui sont corrects, donc calcium-phosphore dans un rapport proche de 2, des Oui. oligo-éléments, des vitamines qui favorisent la bonne minéralisation osseuse, c'est-à-dire la production de collagène, de tissus conjonctifs, etc., enfin de matrices cartilagineuses, etc., aussi si vous êtes aux abords d'une articulation. Donc là, on peut être amené à apporter par exemple de l'ostoflexine.
L'Ostoflexi va apporter ses minéraux, oligovitamines, plus des chondroprotecteurs. Ça peut être intéressant quand on a effectivement une problématique articulaire. Le MSM est intéressant dans tous les cas parce qu'il contient du soufre et que ça, on sait que c'est intéressant pour la production de collagène et donc d'os. Voilà, donc là, ça c'est intéressant on va dire, de minéraliser comme on peut de manière équilibrée aussi. Hein. Donc, rapport zinc-cuivre, on va plutôt viser 3, rapport phosphocalcique, viser 2. Et voilà, après, on apportera la vitamine D. La vitamine K3, enfin la vitamine K est intéressante aussi pour tout ce qui est minéralisation osseuse. C'est pas juste de la coagulation. Voilà, et puis chez le cheval, par voie orale, la vitamine K3, et ça s'est démontré aussi est intéressante pour ensuite et bien valorisée aussi par le cheval pour favoriser la production d'os, etc. Donc voilà. Donc en gros, c'est un petit peu ça la stratégie, c'est de regarder un petit peu, déjà de faire en sorte que son cheval reste en état musculaire. Qui perd pas trop de muscles, un minimum de muscles. Gérer son poids, parce qu'on peut aussi avoir du surpoids sur de la fracture, c'est pas terrible. Donc on va gérer le poids du cheval. Avec le fourrage aussi, on peut. Alors si le cheval est vraiment un problème d'état, là clairement le foin sera à volonté, sans restriction, etc. Si maintenant on est sur un poney plutôt en surpoids, on va plutôt mettre des filets, petits filets, etc. Et dans ce cas, plutôt apporter simplement un CMV comme le minéral oligobite plutôt qu'une ration d'aliments comme le céral free si le cheval est trop clairement. Okay. Et puis après, si on veut chipoter, il faut regarder la teneur en protéines dans le foin. Si jamais c'est pas assez, etc. On peut en rapporter. Maintenant, oui, voilà. Mais ça, c'est un peu ce qu'on fait avec les régimes un peu restrictifs pour les chevaux en surpoids. Quand on va finalement rationner le fourrage, mais on va réduire les calories, mais on fait en sorte de maintenir les apports en protéines. Voilà. Donc ça, c'est un peu la même stratégie et il faut vraiment le tenir en état. C'est important, musculaire. Ouais, c'est ça, état musculaire. Si tu devais, par exemple, pour ce cheval, donner une ration type, alors je sais qu'il fait à peu près 600 kg, avec le céral free, et puis du coup, en quantité d'ostéoflexie, tu lui donnerais quoi? Là, clairement, tu peux aller sur 2 litres de céral free, 2 dosettes d'ostéoflexie, pardon. On sera sur des apports alors de tête c'est un peu compliqué, mais on sera sur des apports en cuivre zinc qui seront en tout cas valeur haute des recommandations pour un cheval adulte. Et puis apport renforcé en vitamine D, sachant qu'il est au box qu'il mange du fourrage, donc pas de souci pour supplémenter en vitamine D même de manière plus importante. Vitamine K, zinc, et puis glucosamine MSM, ça c'est toujours intéressant. Et donc céral free. Et si ce n'est pas suffisant, faut pas avoir peur quelquefois d'aller même sur du breeding. On peut, alors ça on le fait naturellement sur les jeunes, parce qu'on se dit un jeune, oui, effectivement, il faut qu'il continue de grandir, etc., et qu'il se tienne bien. Donc là on va sur le breeding direct. Sur un cheval adulte, quelquefois, 2 litres de breeding plus une dosette d'oligovite et éventuellement de l'ostéoflexie. Et bien là, on peut aussi. L'idée, c'est de le maintenir. C'est vraiment ça. C'est difficile d'avoir des recettes. Il est vraiment état musculaire, que le cheval se défasse le moins possible dans le dos, dans l'arrière-main. Tout dépend du problème, bien sûr. Mais et puis voilà, tout en gérant son tempérament avec de la matière grasse, si besoin. Et il y a une différence entre l'état d'engraissement et l'état musculaire. Donc c'est pour ça que la protéine est importante. Tu disais on peut ajouter de l'huile, c'est pas échauffant pour un cheval convalescent pour diversifier les apports énergétiques. Et dans ce cas-là aussi, le flore peut être intéressant pour l'aider à se maintenir. Et puis si le cheval a aussi toute une série de médicaments ou autres à prendre, ça peut être bénéfique. Oui, complètement. Et puis on sait aussi qu'un cheval est fait pour marcher. Un cheval, vous voyez bien, vous avez un cheval alcoolique, la première chose que vous faites, normalement, vous marchez. Et donc le fait de rester immobile aussi pour son transit, etc., c'est pas non plus la meilleure des solutions, mais malheureusement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc oui, si on voit qu'il y a des petits désordres digestifs, etc., ça c'est une question vitale. Tout à l'heure, je parlais de hiérarchiser. Et bien là, effectivement, le côté digestif, c'est prioritaire, entre guillemets. Alors, bien sûr, s'il y a une fracture aussi, mais il ne faut pas hésiter à mettre du flore, effectivement, si on ressent on pense que c'est nécessaire et utile. Ok, ça marche. Maintenant, on a eu plusieurs questions sur l'arthrose. Alors, on a une question de Julie tout à l'heure, pas vraiment sur l'arthrose, mais sur les articulations. Que donner pour soutenir les articulations pour les vieux? C'était une question de Julie sur Facebook. Et si tu peux parler de l'arthrose de manière générale, en prévention et en cas d'arthrose avérée, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, ça c'est toujours intéressant parce que par voie orale, alors
on a des chondroprotecteurs, leur efficacité est maintenant bien démontrée. On a plusieurs études qui le montrent, notamment chez les seniors. On a des capteurs qui ont été mis, etc., qui ont mesuré l'amplitude des foulées, la longueur des foulées, etc. Et donc là, clairement, donc les chondroprotecteurs classiques, glucosamine, sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, MSM, acide hyaluronique, c'est ce qu'on a dans nos flexis. Clairement, on a en général de bons retours, de très bons retours. Alors après, on va ajuster la dose, souvent premier mois pleine dose, et ensuite, si le trouble est, on va dire, mineur, on peut, donc là, dans ces cas-là, on conseille de passer sur une dose d'entretien, donc demi-dose, et puis on peut maintenir. Si c'est l'hiver, moi, je conseille plutôt de maintenir tout l'hiver, parce que souvent, c'est vrai que les chevaux ont tendance à être un peu moins arthrosiques, moins confortables l'hiver. Voilà. Si maintenant la demi-dose n'est pas suffisante, voilà, de mon point de vue, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier. Les études même ont été réalisées sur 5 mois et plus, 5-6 mois, et sur des chevaux seniors sans montrer aucun problème. Donc c'est assez safe. Et on peut imaginer, si le cheval est vraiment plus confortable avec une dosette par jour, on peut imaginer l'en donner tout l'hiver, par exemple. Après, moi, je ne le mets jamais toute l'année, quoi. Sauf si vraiment vous avez un cheval qui est vraiment beaucoup mieux avec à la dose d'entretien, ou là, vous pouvez le laisser. Il n'y a pas de contre-indication. Non, on en met dans certains aliments. Oui. Les chiens, oui, c'est la même problématique. Les chiens ont certaines croquettes qui en contiennent. Et les chiens en mangent toute l'année, etc. Il n'y a pas de toxicité, en tout cas, à ma connaissance. En fonction du confort de son cheval. Oui, en fonction du confort de son cheval. Il y a juste pour les juments gestantes, comme d'habitude, on fait attention, parce qu'il n'y a pas d'études qui montrent qu'on a une innocuité de ces suppléments. Dans ces cas-là, c'est toujours la même histoire. On évalue la balance bénéfice-risque. Voilà. Si on a une jument qui est vraiment très inconfortable sans et ce qui peut compromettre la gestation, dans ces cas-là, on peut. C'est judicieux, pertinent de mettre en place cette supplémentation, sachant que, voilà, après en toute franchise, je connais plusieurs éleveurs qui le font régulièrement. Alors, c'est eux qui ont pris cette initiative et on m'a jamais rapporté de problème. Mais voilà, nous, en tout cas, à notre niveau, on conseille toujours de faire attention à ça et puis de voir avec son vétérinaire, balance bénéfice-risque. Ok, en tout cas, on a beaucoup de questions, on entend pas mal parler de ce complément-là pour l'arthrose. Ouais. Est-ce que, alors il y avait une question de Claire, on reste dans les articulations, est-ce que les articulations qui craquent, est-ce qu'on a un complément, est-ce que ça peut être un signe d'arthrose, est-ce que... Ça, je ne sais pas répondre. Enfin, je ne sais pas répondre, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps en fait. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps, avec une jument qui craque, Pierre, qui a une jument qui craquait, dans les articulations, craquait effectivement tout le temps, etc. Honnêtement, c'est pareil, ça, j'ai pas de... Alors, pareil, l'origine potentielle, ça pourrait être des bulles de gaz qui éclatent, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais lu à l'époque. Voilà, je ne peux pas vous dire, ça m'intéresse à la limite d'essayer, mais si, par exemple, une supplémentation, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, mettre en place une supplémentation à base de flexi et puis refaire un bilan après un mois, voir si ça change ou pas quelque chose. Voilà, mais effectivement, on a des chevaux qui ont tendance à faire au niveau des jarrets notamment, etc. Mais je vous avouerai que j'ai même pas de retour sur le terrain, c'est très... j'ai jamais eu de retour. On m'a dit, voilà, tel supplément ou tel autre permis d'améliorer ces craquements ou ces espèces de tics là au niveau des jarrets. Voilà, donc ça m'intéresse si vous voulez essayer. Si vous avez la réponse pour notre veto, on est preneur. ça m'intéresse. C'est une question aussi qu'on a régulièrement, enfin pas régulièrement, mais de temps en temps. Qu'on a, effectivement. À partir des articulations, j'en profite parce que c'est souvent quand même les problématiques des chevaux seniors. Est-ce que tu peux nous donner une petite liste de compléments pour le vieux cheval que tu recommandes en fonction des cas où on a eu cette question d'Alain. Doit-on complémenter un cheval senior toute l'année ou pas? Alors là, je sais que c'est un cheval qui est au pré H24. Je n'ai pas d'autres informations. Je ne sais pas s'il a des maladies en particulier ou pas. C'est souvent le problème. Enfin, les seniors, il y a plein de choses, plein de profils finalement de chevaux seniors. Après, non, mais d'un point de vue, ça dépend aussi de la saison, mais globalement, déjà arthrose par arthrose, donc là, le flexi peut être intéressant. Et puis ensuite, couverture des besoins physiologiques, donc oligovitamine, ça peut être de l'oligovite, ça peut aussi être un aliment, bien sûr. Si le cheval est au foin, est très bien au foin, ça peut être de l'oligovite. S'il a une petite ration d'aliments, 2 litres de chez nous, donc 1,4 kg, une dosette d'oligovite en plus, ça c'est OK. Les matières grasses peuvent être intéressantes, mais il ne faut pas trop avoir la main trop lourde sur les matières grasses parce que c'est pareil, les capacités de digestion peuvent être plus ou moins affaiblies, forcément. Voilà, la flore, moi j'aime beaucoup parce que souvent la problématique vieux cheval, ça rime. Alors soit effectivement Cushing, SME,
Et puis état corporel, donc problème d'état. Dans ce cas, la flore-huile, c'est intéressant toujours, c'est les deux. En gros, c'est flore-huile, oligovite. Puis après, les protéines, etc., ça, on le règle. Alors, on peut le faire avec le myostimule, mais moi, on peut aussi le faire avec le breeding, par exemple. Donc voilà, plutôt oligovite, flore, de l'huile, pas trop, plus ou moins, mais pourquoi pas. Puis s'il y a de l'arthrose, du flexi, ça c'est sûr, ça revient souvent, c'est très récurrent chez le cheval, surtout qu'il y a une activité sportive, etc. L'arthrose revient très très souvent, un peu comme le trop souvent. Ouais, ok. Selon, je te demande, on dit senior à partir de quel âge? C'est quoi, 17 ans, 18 ans? Ouais, c'est pareil, c'est variable, effectivement. C'est ça, alors en fonction des études, il y en a qui vont dire à partir de 20 ans, à partir de 15 ans. Oui, dans ces eaux-là, moi je dirais déjà au-dessus de 15 ans, déjà, on commence. Okay. Je ne sais plus ça exactement, on avait fait un papier où justement j'avais regardé un petit peu en fonction des pays, etc. La qualification en termes senior. 17, mais ouais, 75 et 20. 75 et 20, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils vont passer les 20, c'est sûr. 20, on est senior. Et au-dessus de 15, bon, ça dépend effectivement, mais c'est pareil, à 15 ans, on a toujours des chevaux connectifs qui potentiellement peuvent encore tourner en compétition très très bien. Ouais, ça dépend de l'état du cheval. Aussi, oui, ça dépend de l'état, mais passer 20, c'est vieillissement, pas. Oui, il y a des chevaux qui font plus vieux que leur âge, c'est un peu comme nous, mais effectivement, ça dépend de l'activité qu'il a eue, finalement de ses problèmes de santé éventuels, etc. Donc oui, effectivement, mais on va dire entre 15 et 20, on passe la catégorie senior. Ok. Toujours pour les vieux, on vient de recevoir une question de Sylvie qui dit « Mon vieux papy de 30 ans a tendance à la diarrhée avec du préalpin. Pourquoi et quoi faire ?» Alors, préalpin, ça c'est du foin compacté, c'est ça, chez un concurrent, non Pour moi, oui. Après, peut-être que. Alors, je connais pas ça. Je suis désolé, je connais pas la composition exacte. Ça peut être, je suis désolé, là, je connais pas la compo, donc je pourrais pas. Ça peut être une question de sucre. Ça peut être une question de sucre. Ça peut être. Alors, ça dépend de la quantité distribuée. Je suppose que c'est peut-être à la place du fourrage. Peut-être qu'il a du mal à manger son foin et qu'il a finalement ses granulés de foin, peut-être en substitut de foin pour couvrir ses besoins en fibres. Dans ce cas, il faut regarder effectivement ce qui pourrait générer ça. Alors, première chose dans les fourrages, c'est souvent les glucides, donc plutôt les fructanes, etc., et l'azote. Il faudrait voir un petit peu ce que contient ce produit. Et puis, il est toujours possible d'essayer de mettre des probiotiques. Oui. Voilà. Avec le flore. Avec le flore. Après, il faut déjà savoir qualifier, vraiment savoir si cette diarrhée est vraiment générée par Ouais, voilà. Oui, okay. Donc après, il faut reprendre aussi les différentes causes possibles de diarrhée, les problèmes nutritionnels, les problèmes parasitaires, les problèmes infectieux éventuels, etc. Donc, voilà. Mais pas facile comme ça. Encore une question alors d'Élodie sur Facebook, et puis on a eu plusieurs questions qui la rejoignent. Elle a un ancien cheval de club qui est rationné avec grains betterave, je ne sais pas ce que c'est exactement, et du foin. C'est des céréales de betterave et foin, ou betterave tout court, foin, d'accord. D'accord. Qui est depuis 3 ans en retraite avec une à deux petites balades par semaine en pension pré-herbe et foin à volonté, et qui est en surpoids. Et je rebondis dessus parce qu'on a eu 2-3 questions pour des chevaux en surpoids. Est-ce qu'on peut leur donner des compléments et quels compléments leur donner? Ouais, alors là, dans ce cas-là, il faut déjà commencer par en enlever, je pense. Déjà, les céréales, le grain, s'il est en surpoids, il faut essayer de limiter ça, effectivement. Alors, la betterave, il faut voir si c'est de la betterave pure. La betterave, si c'est de la betterave sucrière, c'est plein de sucre. Donc, ça, c'est pareil. Pour moi, je déconseille. Donc, reprendre une base foin, un bon foin. Oui. Après, analyser ce foin, voir comment est-ce qu'on est en termes d'apport protéique, etc. Comment est-ce que ce foin se situe. Et c'est un cheval de sel. Enfin, en tout cas, si c'est un cheval de 500 kg, adulte, classique, standard, 2 dosettes de ligovite. Et voilà. Après, en fonction de son âge, voilà, ajuster si besoin les apports en protéines. Ça, c'est toujours quelque chose où, depuis 3 ans en retraite, donc il faut voir quel âge ce cheval peut avoir, mais toujours bien important de surveiller cette ligne du dos, notamment l'arrière-main, etc. Et de supplémenter si besoin. Donc, ça pourrait être du myostimule, ça pourrait aussi être du céral free, ça pourrait être du breeding, mais s'il est en surpoids, on va éviter le breeding. Donc, ça pourrait être du céral free. Mais là, c'est clair que déjà, grain betterave, céréales betterave, c'est la betterave entière en plus. Ça, moi, je déconseille sur un surpoids. Élodie réagit, elle dit je crois qu'il n'est plus complémenté maintenant.
Donc, il reçoit, je pense, que du foin. Donc, foin, donc toujours besoin protéique. Alors, s'il est toujours en surpoids, parce que c'est compliqué de faire maigrir un cheval, on ne fait pas maigrir un cheval en 2 mois, ou alors on s'expose à générer des problèmes digestifs, etc. Après, il faut commencer à essayer d'évaluer la quantité de foin ingéré, la qualité de ce foin en l'analyse. Dans tous les cas, 2 dosettes de ligovite, ce sera très bien. Et bien suivre son état musculaire et si besoin, corriger avec un céréal free par exemple. Mais si vous corrigez avec un céréal free, comme je le disais tout à l'heure, 2 litres de céréal free, c'est globalement 2 dosettes de ligovite. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas nécessité à surenchérir, à remettre de l'oligovite en plus du céréal free. D'accord, ok. Je pense que ça répond aussi, on avait une question de Camille sur Instagram qui est une jument, pardon, pas une tendance, une jument qui a tendance à l'embonpoint, qui est ulcéreuse. Elle mange 1 litre par jour, mais je ne sais pas de quel aliment. Paddock quotidien, travail quotidien. Elle demande si un complément pourrait l'aider. Là, après, si elle a tendance à l'embonpoint, il faut peut-être voir si 1 litre d'aliments et voilà, les apports énergétiques, voir si c'est important, enfin, s'il faut continuer ou pas. Oui, et après, est-ce que tu peux apporter un complément pour les ulcères ou le foin va être prioritaire, j'imagine? Le foin prioritaire, c'est le premier, on va dire. Ça va être le premier médicament, hein, c'est le fourrage, ça c'est important. De l'eau, oligovitamines, c'est OK pour le classique. Et puis ensuite, alors un supplément type care, c'est pas forcément approprié parce que là, s'il n'y a pas de ration en plus, ça va être compliqué. On peut toujours mettre ça dans l'eau, on peut toujours en mettre dans l'eau, hein. Pourquoi pas. Mais ça peut être plus ou moins compliqué à distribuer quand même. Autrement, on a le gastric gel qui peut être apporté comme ça ponctuellement, en tout cas essayer sur 1 mois, 1 fois par jour. Ça peut être envisagé. Maintenant, avant ça, bien refaire un point sur la ration fourragère. Alors, ulcéreux, s'il y a des ulcères, de toute façon, encore une fois, on est sur des suppléments et non des médicaments. Donc l'idée, c'est pas de soigner, enfin, ce sera compliqué de soigner. L'idée, c'est surtout de prévenir ou en tout cas de favoriser la cicatrisation. Donc, s'il y a ulcère, il faut mettre en place un traitement. Après, voilà, d'un point de vue alimentaire, c'est vraiment le foin. Et puis, éventuellement, un gastric gel ou du care à mélanger. Mais bon, c'est toujours un peu du bricolage, quoi. Mélanger avec de la compote ou de l'eau. Mais dans ces cas-là, le gastric gel est plus approprié. Le gastric gel, qui sont directement des seringues qui vont venir tapisser les muqueuses. Voilà, après, il y a une question de budget aussi, bien sûr. Puis ça dépend de la durée de la cure, parce qu'on ne va pas mettre du gastric gel pendant 3 mois. En tout cas, ça fait un sacré budget. Donc, dans ces cas-là, le care, pourquoi pas, une dosée de jour, mélanger à de l'eau ou de la compote éventuellement. Ok. Et le gastric gel, peut-être une utilisation plus ponctuelle pour les transports ou les périodes les compétitions ou autres, de manière ponctuelle. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis, mais bon, c'est toujours un peu délicat parce que même la compote, pas de sucre, machin. Dans le théorie, pas de sucre ajouté. En tout cas, en mettre un tout petit peu, mettre de l'eau avec. Mais plutôt gastric gel sur cette problématique. Ça marche. J'espère qu'on vous a répondu, Camille. Et puis, dernière chose, on a justement on a une petite annonce à faire, mais on a eu une question, je ne sais pas si tu as vu, Cyril, sur Instagram, qui te demande, et le curcuma, est-ce que tu as des choses à dire sur le curcuma? Ouais. Oui. Effectivement, ouais. Le curcuma peut être... Alors, c'est assez paradoxal parce que, pour avoir bossé dessus récemment, alors effectivement, le curcuma est utilisé pour, en tout cas, présenter un intérêt dans tout ce qui est prévention des troubles digestifs, en tout cas... C'est ce qui est rapporté dans les différentes monographies, etc. sur le curcuma. Maintenant, il peut aussi être déconseillé chez les personnes qui peuvent souffrir d'ulcère gastrique. Donc encore, c'est une plante, en tout cas une racine qui présente des vertus intéressantes. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas toujours d'études, etc., qui montrent que pile poil, ça va soigner les ulcères ou autres. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Maintenant, à titre préventif, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si c'était un peu plus tôt. Je t'avoue que je ne sais pas si c'était spécifiquement pour les ulcères. Je suis remontée un petit peu dans les commentaires. Ah oui. C'était vraiment... si tu peux parler du curcuma en général et puis après, Oui, le curcuma, l'intérêt, c'est la curcumine. Alors, effectivement, qui est le principe actif du curcuma, les curcuminoïdes, et dont la curcumine. Et alors, après, il y a une question d'assimilation et de digestibilité de cette curcumine. Alors, il est clair que ce n'est pas le principe actif le plus digeste, donc on peut conseiller de rajouter du poivre, etc., mais de la pipérine. Sauf que moi, j'ai lu des études là, récemment qui expliquaient qu'en fait, le poivre avait plutôt une action irritante et qui finalement augmentait la perméabilité au niveau intestinal, mais de manière non spécifique, c'est-à-dire ça augmentait la perméabilité de tout, de tous les nutriments, en tout cas qui peuvent passer, qui ont cette taille-là. Donc, c'est souvent recommandé d'ajouter de la pipérine au curcuma, mais
En tout cas, dans les études que j'ai vues, c'était pas forcément, dans la conclusion, c'était pas forcément ce que les auteurs recommandaient au final, quoi. Donc l'intérêt, c'est plutôt effectivement alors soit de travailler la dose, soit de travailler après effectivement la durée de la cure. Mais oui, effectivement, il y a des vertus sur le digestif, il y a des vertus sur l'inflammation, notamment sur la sphère comment dire, articulaire. Donc là, c'est clair, hein, il y a des choses, il y a des études documentées. Mais encore une fois, il va y avoir une problématique d'assimilation. Et il existe des formes plus ou moins élaborées, plus ou moins assimilables, qui peuvent être intéressantes pour cibler, par exemple, un problème articulaire. Maintenant, quand on utilise du curcuma comme ça, c'est un petit peu comme nous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Ce sont des condiments, finalement, qui présentent un intérêt. Après, de là à dire que ça va soigner une problématique bien ciblée, moi, j'en suis pas encore là. En tout cas, pour la santé générale, ça peut présenter un intérêt. Maintenant, il faut bien évacuer, enfin bien faire attention aux conditions d'utilisation, c'est-à-dire s'assurer déjà que son cheval le tolère bien. Parce qu'on a des chevaux, moi je me rappelle avoir vu des chevaux d'endurance, alors peut-être que aussi les cavaliers en donnaient trop, mais aux Émirats, où ils sont très curcuma là-bas, et ils en donnaient peut-être un peu trop, et ça pouvait provoquer une diarrhée chez le cheval. Il faut faire attention à la dose. Il faut faire attention à la dose, mais effectivement, le curcuma, c'est ce qu'on peut appeler un super aliment qui présente effectivement des propriétés plutôt très intéressantes. Mais moi, je les modère toujours. Je suis issu d'une formation scientifique. Je rentre ça plutôt, en tout cas de mon point de vue, j'intègre ça dans une démarche nutritionnelle saine, de qualité. On sait qu'il y a des nutriments qui sont intéressants. Voilà. Maintenant, il y a aussi des conditions d'utilisation qu'il faut respecter. Et qu'il faut, notamment les ulcères, enfin la sphère digestive, c'est assez typique ça. Même la sphère hépatique. On peut avoir l'intérêt sur le foie. On a d'autres suppléments d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, des plantes. Mais en préventif, si votre cheval a vraiment un problème hépatique, là dans ces cas-là, c'est plus du tout conseillé, c'est contre-indiqué. Donc c'est là où quelquefois la limite est un petit peu floue. Mais moi, plutôt dans le cadre d'une alimentation saine, faire une petite cure de curcuma, pourquoi pas. Bon, voilà. Ok. Bah, du coup, je rebondis là-dessus pour faire notre annonce. On va, là, dans les prochains jours, sortir toute une gamme de produits, une gamme nature. Gamme nature, une gamme nature. Avec 7 produits, est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? Voir si je me rappelle bien. Oui, effectivement, alors on a des produits. Les anti-sèches, au cas où. Oui, non, mais ça marche, ça va le faire normalement. Non, après, ce sont effectivement des produits pour lesquels on a quand même une demande. Fréquemment, on nous sollicite. Je pense à l'ail en numéro 1. Croissante aussi, si je peux me permettre, pour être en contact. Oui, demande croissante. On a l'arpagophytum, même avant là, il y a l'arpagophytum, ça c'est clair. Alors, qui est un produit dopant. Alors là, pour nous, c'est une grande nouveauté parce qu'on a 0 produit dopant chez nous. Donc là, ça nous demande une sacrée gestion. Alors, ça paraît pas comme ça, mais nous, on fait très très attention à ça, au dopage, puisque comme vous le savez, on nourrit aussi beaucoup de chevaux de compétition et de course. Donc, on fait très attention à ça. Donc, l'arpagophytum, clairement, c'est vraiment... là, pour le coup, il y a des études, c'est très bien documenté, l'assimilation est bonne des arpagosides. Donc, clairement, il y a un intérêt sur la gestion des crises inflammatoires dans le cadre de l'arthrose, notamment, tout ce qui est articulaire. Voilà, on va avoir de la spiruline également, qui pareil, nutriment. En tout cas, c'est une bactérie. Alors, c'est pas une algue. Pareil, ça pourra bosser le sujet. C'est une cyanobactérie. Alors, la classification, a été un petit peu modifiée ces dernières années. Mais en tout cas, c'est une cyanobactérie qui contient plein de nutriments très intéressants. Alors après, il y a une question de dose, clairement. Question de dose et de durée, puisque on a plein de choses dedans, plein de nutriments. Par contre, ils ne sont pas tous à dose finalement efficace, ou en tout cas, ils ne sont pas apportés en quantité suffisante pour le cheval. Mais bon, vous verrez, on s'est vraiment appuyé sur des documents scientifiques, sur des monographies pour établir les doses journalières. Donc, on a quelquefois une fourchette d'utilisation qui peut être assez large, mais c'est encore une fois, alors c'est vraiment, c'est étayé, ça a été étudié, et c'est en rapport avec des allégations en humaine, donc c'est-à-dire une utilisation particulière pour un bienfait particulier, en tout cas une propriété particulière. Donc voilà, donc on a l'arpago, la spiruline, l'ail, on va avoir du fenugrec aussi, la graine de fenugrec, ça c'est une graine de légumineuse qui donne son goût et son odeur particulière au curry. Donc c'est intéressant, c'est un fortifiant, c'est intéressant pour le goût, pour l'appétence. On en met par exemple dans le spécifique déjà. Dans du spécifique énergie. Voilà, dans le spécifique énergie. Donc ça, c'est intéressant aussi pour la production laitière.
chez la jument en lactation. Ça, c'est aussi d'accord. c'est intéressant, c'est documenté, je crois. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Le curcuma, on en a bien sûr parlé. Le lithotam, parce qu'on a une demande aussi sur le lithotam, qui est là pour le coup un squelette d'algues marines calcaires qui contient du calcium, mais sous une forme très intéressante. C'est une structure en nid d'abeille qui a des propriétés, alors déjà, propriétés d'absorption des liquides, notamment des substances, des sécrétions acides de l'estomac. Donc, c'est un effet tampon. C'est intéressant pour tout ce qui est système digestif. Ça fait office un petit peu de pansement digestif. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, il y a aussi un intérêt sur l'absorption, sur les apports en calcium, qui sont des apports finalement qui sont très intéressants parce que là, on a une meilleure assimilation que le carbonate de calcium classique. D'ailleurs, le lithotam, c'est notre source de calcium principale, quasiment exclusive en termes de minéral dans nos aliments. Donc, déjà, tous nos aliments, depuis toujours, contiennent du lithotam comme source de calcium principale, avec la luzerne, bien sûr, qui contient du calcium. Voilà, donc ça, je le sais. Ouais. Donc, oui, j'espère que tu le sais. Voilà. Et tac, donc là, je ne sais plus à combien je suis. La levure de bière. La levure de bière. Tu as parlé de l'ail, il me semble. Ah, j'en ai parlé. La levure de bière. Il ne manque plus que la levure de bière. Voilà, très bonne levure de bière. Pareil, on a fait attention à l'origine de tout ça, au sourcing. Alors, c'est pas toujours simple, mais là, on est sur une très bonne levure de bière qui est fabriquée en Allemagne, exactement, et voilà, qui a des vertus intéressantes. Déjà, alors là, on n'est pas du tout sur les probiotiques. On a clairement, c'est un apport alors, en vitamines du groupe B, notamment, en protéines de qualité. Et donc, souvent, on fait des cures de levure de bière pour le digestif, certes, parce que la levure de bière contient aussi ce qu'on appelle des prébiotiques, des parois de levure, des choses comme ça. Et en plus de ça, elle apporte des nutriments, les vitamines du groupe B, des acides aminés, qui peuvent être intéressants aussi comme fortifiants pour le cheval. Un cheval qui peut être, par exemple, amyotrophié ou autre. Alors là, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, vous avez une nouvelle gamme qui arrive. Bon, ça peut aussi encore, ça vient enrichir notre gamme de suppléments. Ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter ça aux 3 dont on a déjà parlé pour avoir 4-5 suppléments avec du curcuma, de la levure de bière. Encore une fois, il faut prioriser. Il faut prioriser. Un cheval qui a besoin, par exemple, de prendre de gagner du poids, de prendre de l'état. Et on pourrait lui mettre du fenugrec, de la levure de bière, de la spiruline. Là, on aurait 3 fortifiants, etc. De la flore, on pourrait lui mettre de l'huile, etc. Mais à un moment donné, il faut choisir. Donc après, en fonction de vos affinités pour tel ou tel produit, parce que là, on est clairement sur des produits qui ne sont pas ces produits qui sont formulés, donc un seul ingrédient par produit. Donc là, c'est assez facile de savoir finalement comment les utiliser, puisque en général, on connaît, on a une affinité ou pas pour la levure de bière, pour de l'ail, pour de la spiruline, etc. Donc finalement, c'est assez facile. C'est une approche qu'on peut aussi avoir pour soi-même, finalement. On peut se faire une cure de spiruline pour soi, etc. Là, on pourra faire la même chose avec son cheval. Voilà, donc l'intérêt, c'est d'agrémenter aussi après au fur et à mesure cette gamme, voilà, avec des produits. Ça pourrait être de l'aloe vera, ça pourrait être d'autres suppléments. Enfin, bon, bref, ça on verra au fur et à mesure. Mais voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de vous proposer une gamme assez large, de qualité toujours. On fait toujours attention. On a des contrôles qualité, tout ça. On a mis un peu de temps à la sortir, mais c'est un vrai travail en amont de vérifier la qualité de nos différents ingrédients, de faire des analyses, de contrôler les certificats d'analyse, de faire refaire les analyses, de changer de l'eau si besoin, etc. Enfin, voilà, on a fait attention à tout ça. Tout ce qu'on ne s'imagine pas, en fait, au moment où on reçoit les petits sacs chez nous. C'est ça. Dans notre cuisine, leur pagophytum, c'est produit en Afrique. Bon, voilà, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous voyez, mais très souvent, il peut y avoir des ruptures, etc. Il y a aussi une question d'acheminement, etc. Enfin, de granulométrie, parce qu'on peut, de taille des particules dans leur pago, c'est aussi un point sur lequel il faut réfléchir. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que vous aurez votre bonheur. Restez bien attentifs dans les prochains jours sur les réseaux et sur le site. On vous donnera plus d'infos sur tous ces produits. Donc, il y a 7 produits. Et pour répondre à Solange sur Facebook, la spiruline est sous forme de poudre. Je ne me trompe pas. Oui, c'est de la poudre. Ce n'est pas de la... Okay. Ouais, c'est de la poudre. Voilà. Voilà. Pour une question de qualité, etc., c'est vrai qu'on a sourcé sur de la poudre. Et voilà. Donc, on espère que ça on espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on a bien hâte. Ouais. Exactement. Merci Cyril, tu veux ajouter quelque chose ou...
Non, je pense que c'est un sujet vaste. Effectivement, on peut aborder cette problématique après à travers ce thème des suppléments, des compléments alimentaires. Voilà, je pense qu'on fait faire toujours attention, bien sûr, à la qualité des suppléments, ce qu'il y a dedans, la bonne dose, ça c'est important, presque encore plus que l'aliment, fait que finalement sur le côté dose, hein, c'est-à-dire vraiment dose efficace, j'ai envie de dire, parce que là on est clairement sur des matières actives. Sur aussi le fait de bien choisir ses suppléments, de faire une sélection, de ne pas donner 10 suppléments à son cheval, ça c'est clair. Voilà, faire aussi de les intégrer aussi dans le coût ration, on va dire ration journalière, quoi, parce que c'est aussi quelque chose qui, voilà, hein, ça coûte aussi, donc il faut faire attention. Moi, je fais toujours attention à ça. Même si nous fabriquons, nous vendons nos suppléments, je pars du principe qu'il faut bien les conseiller pour que ça dure et pour que ça fonctionne. Voilà, et puis je pense qu'on a un choix assez large. Après, si vous avez des questions particulières, on pourrait y répondre après de manière individuelle, sans aucun problème. Floris s'en chargera. Très bien. Avec Anaïs et avec Rebecca. Et avec Anaïs et Rebecca, bien sûr. Voilà. Avec grand plaisir. Bon, merci Cyril pour ton temps, pour tes conseils, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On vous donne très vite plus d'infos sur cette nouvelle gamme. Et puis, on essaiera aussi de faire d'autres formats pour résumer un petit peu comme on peut, parce que le sujet est super vaste, la thématique des compléments alimentaires, quand et pourquoi. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée Cyril. Et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Au revoir.